Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Voici le sommaire. Les enseignants de l'Université d'Abomey-Calavi sont en formation depuis ce matin sur la scénarisation des cours et la production des MOOCs. Vous suivrez le point dans ce journal. La rentrée scolaire est prévue pour le 3 octobre prochain. L'année scolaire 2016-2017 sera-t-elle apaisée? Vous en saurez davantage dans un reportage proposé par Rassia Djodji. Puis hors du Bénin, Donald Trump et Hillary Clinton face à face ce lundi soir à New York. Les deux candidats, républicains et démocrates, s'affrontent et cette nuit dans le tout premier débat télévisé de la campagne de la présidentielle américaine de novembre prochain. Voilà pour le sommaire de cette édition. Gardez votre position pour suivre le développement. Merci de votre fidélité à IDN TV. Bienvenue à toutes et à tous. Ouverture du séminaire atelier de formation sur la scénarisation des cours et la production des MOOCs à l'Université d'Abomey-Calavi. Plusieurs enseignants reçoivent la dite formation depuis ce lundi matin à l'amphithéâtre iranien du campus universitaire d'Abomey-Calavi en présence des autorités rectorales. Le point avec Fréjus Seroulan et Damien Pedro. Au total, 32 enseignants de l'Université d'Abomey-Calavi participent à cette formation sur les MOOCs, Massive Open Online Course, les cours en ligne ouverts aux masses qui se tiendra du 26 septembre au 1er octobre 2016. Elle intervient 2 ans après la signature d'un partenariat sur les MOOCs entre le PFL, l'Université Polytechnique Fédérale de Lausanne et l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi. Une plateforme avait été alors créée avec le don de 20 MOOCs par le PFL. Aujourd'hui, il s'agit de former les enseignants béninois à produire eux-mêmes leurs MOOCs. Le présent atelier vise donc à accompagner le Centre de pédagogie universitaire et d'assurance qualité par la formation d'une trentaine d'enseignants sur la scénarisation des cours et la production des MOOC. Ces MOOC, une fois produits, vont enrichir la plateforme pour le bonheur des apprenants, enseignants, bref, pour le bonheur de la communauté universitaire. Pour le représentant du directeur de MOOCs Afrique, cet atelier devrait déboucher sur des innovations. Du campus et du MOOC ou de l'enseignement sur campus, on va passer à des MOOC qui sont coproduits avec différents campus de la francophonie peut-être, où on peut s'échanger un certain nombre d'efforts, les partager et cheminer ensemble pour être plus forts entre Africains, mais aussi entre Européens et Africains. Quant au recteur de l'Université d'Abomey-Calavi qui a officiellement lancé la formation, il a loué l'initiative. Les MOOC sont pour nous une autre façon de nous démultiplier plusieurs fois, jusque dans la cabine de l'étudiant, jusqu'au domicile de l'étudiant, pour qu'il puisse vous écouter, il puisse saisir votre message et votre message à plusieurs reprises pour qu'en retour, il puisse vous faciliter la tâche de transfert de vos connaissances réellement pour en faire un homme compétent demain dans ce qu'il est appelé à faire. Après ce lancement, autorités rectorales et participants ont inauguré l'espace MOOCs doté de 30 ordinateurs et réalisé avec le partenariat de l'EPFL. Les ordinateurs sont connectés à Internet. Donc les enseignants passeront ici, les étudiants également, pour des formations ou bien pour consulter de la documentation en termes de MOOC. Ils peuvent aussi en intranet rester sur le campus dès qu'ils ont accès au réseau intranet, consulter les MOOC ou bien aller sur Internet aussi. Si vous allez sur cette plateforme-là, vous verrez que si on va quelque part, vous allez voir qu'il y a déjà un cours qui est déjà là. Le cours est scénarisé. C'est des techniques que nous allons apprendre à nos enseignants dès ce matin jusqu'à samedi. On va scénariser le cours, faire l'enregistrement et le cours est disponible. Quiconque peut aller prendre. L'université aujourd'hui n'a plus de mur. Et c'est une façon de dire que vous pouvez être n'importe où et accéder aux enseignements. Un programme de formation bien élaboré relatif aux MOOCs est déjà conçu pour l'année académique 2016-2017. Une nouvelle ère d'enseignement dans le supérieur s'ouvre ainsi à l'Université d'Abomey-Calavi.
Les portes des écoles béninoises sont ouvertes sur toute l'étendue du territoire ce lundi 26 septembre. C'est la pré-rentrée en attendant la rentrée proprement dite prévue pour lundi 3 octobre prochain. À l'occasion de cette pré-rentrée, une équipe de notre rédaction a effectué le tour de quelques écoles primaires et secondaires de Cotonou. Le point avec Antoinette Sagbo et Cyril Ago. C'est bientôt la reprise des activités pédagogiques au Bénin. En prélude à cette rentrée scolaire 2016-2017, le législateur a prévu une semaine pour la pré-rentrée. Ici, à l'école primaire publique Siké Sud, ce lundi matin, l'école est déserte. Seulement une dizaine d'apprenants au loin nettoyant la cour de l'école. Mais une remarque tout de même, la présence du corps enseignant. Tous mes collaborateurs sont là. Et comme vous avez constaté, nous attendons impatiemment les parents d'élèves pour l'inscription. Parce que selon l'agenda, l'inscription devait commencer ce matin et finir au plus tard le vendredi prochain pour que le 3, les activités pédagogiques commencent effectivement. Nous sommes 4 sur 6, on a 6 classes. Mais les parents d'élèves ne sortent pas, ils ne viennent pas. Peut-être qu'ils ne sont plus habitués à venir inscrire pendant la pré-rentrée. Et aussi, l'école est jonchée de choses là. On n'a pas encore trouvé de solution. D'ici à là, on ira chercher les longs balais. Et nous, les enseignants, nous allons nous mettre au travail. Puisque les élèves ne sont pas là. Quelques rares parents viennent y inscrire leurs enfants. Ceux qui l'ont déjà fait justifient leurs actes. Je suis venu inscrire 2 de mes enfants à l'école, l'un au CI et l'autre au CP. Je me suis dépêché pour le faire car je ne voudrais pas qu'ils soient en retard pour la rentrée des classes. Sur les lieux, l'équipe de reportage a surpris une mission du ministère de l'enseignement primaire maternel conduite par Carmen Mariano Adeosi, conseillère pédagogique venue constater l'effectivité de la pré-rentrée. Je viens de parcourir 2 groupes. Tous les enseignants avec les directeurs sont présents. Et ce que je peux noter, c'est qu'il manque des enseignants. Dans les 2 groupes où je suis passé, chaque groupe a 4 enseignants sur 6. Il y a eu quelques écoles qui n'ont pas assez d'effectifs, qui ont été fermées. Donc si ces écoles sont fermées, c'est que leurs enseignants existent et seront déployés dans d'autres écoles qui sont restées. Bon, et les directeurs se plaignent du fait que les parents ne viennent pas et inscrire les enfants. Je leur ai expliqué que bon, c'est une habitude que les gens avaient mais qu'on a laissé entre-temps. Donc tout doucement, ils vont reprendre d'ici demain, c'est sûr, ils vont venir. Pendant ce temps, au CEG Sainte-Rita, le constat est tout autre. Mais la particularité du CEG Sainte-Rita aujourd'hui, c'est que notre centre abrite les concours d'entrée à l'université, INMES, sage-femme d'État et infirmier d'État. C'est ça qui fait que vous n'avez pas l'affluence des parents d'élèves. On peut vous dire d'ores et déjà que la pré-rentrée a eu lieu chez nous ici parce que c'est le moment où nous préparons les salles, nous donnons les emplois du temps aux professeurs, nous inscrivons les nouveaux élèves. Si bien que le 3 octobre 2016 à 7 h, les cours vont naturellement démarrer. Au regard du constat fait ce lundi 26 septembre, la pré-rentrée disparaît quelque peu des habitudes des élèves et leurs parents. Mais ceux-ci peuvent toujours se rattraper avant la rentrée des cours prévue pour lundi 3 septembre 2016. Vous le savez déjà, la rentrée est prévue pour le 3 octobre prochain. L'année scolaire 2016-2017 sera-t-elle une année apaisée? C'est une question que se posent de nombreux parents d'élèves. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage de Horacia Djodji et de Cyril Ago. La rentrée scolaire 2016-2017 au Bénin sera-t-elle apaisée? Cette interrogation taraude déjà plusieurs parents et élèves à quelques jours du démarrage de l'année scolaire. Une question qui se justifie par les menaces répétées des centrales syndicales auxquelles sont affiliés les divers ordres de l'enseignement à la veille de chaque rentrée scolaire. Pour la COSI Bénin, la rentrée aura lieu, mais elle souhaite que l'année soit apaisée. Que l'année soit effectivement une année apaisée. Or, pour qu'elle soit apaisée, il faut que le gouvernement respecte les engagements qu'il a pris vis-à-vis des confédérations centrales syndicales au cours de la réunion de la semaine dernière. Ça fait au cours de la session de septembre au sujet de la commission permanente des négociations au gouvernement central. Il faut respecter les engagements pris si on veut
que l'année soit apaisée. Si c'est la rentrée, elle aura lieu. Mais c'est pas, ça ne garantit pas, ce n'est pas un gage d'une année scolaire apaisée. Il y a des engagements qui ont été pris. Nous attendons de les voir être traduits dans la réalité de façon concrète. Il en est de même pour le Fondation des syndicats de l'éducation qui estime que toutes les conditions sont réunies pour une rentrée effective et apaisée, une année scolaire que le Front place d'ailleurs sous le signe de la lutte contre l'échec, ce qui suppose 2 conditions. Régler les problèmes de motivation des enseignants, les formations et surtout renforcer le corps d'encadrement, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Au niveau des conseillers pédagogiques, il faut installer le corps des conseillers pédagogiques, faire la formation pour ceux qui sont nommés actuellement, pour les remettre dans le corps, et prendre des dispositions maintenant pour que nous puissions prendre les arrêts d'application pour préparer les futurs concours des CP et ensuite des inspecteurs. Cependant, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, nourrit des inquiétudes quant à l'effectivité de cette rentrée 2016-2017. Sans régler le problème des vacataires, qui constituent plus de 80% de l'effectif des enseignants du secondaire, quelle qualité et quelle quantité d'enseignants offre-t-on à l'enseignement secondaire? Une rentrée scolaire effectuée dans ces conditions ne sera rien d'autre qu'un gâchis orchestré par le gouvernement, ce qui est dommageable pour le pays. La rentrée scolaire ne peut être apaisée avec les conditions décrites plus haut, encore qu'une rentrée apaisée n'est pas synonyme d'une année scolaire réussie. Ces différentes positions des centrales syndicales ne sauraient définir la nature de cette année scolaire, mais au regard des résultats catastrophiques enregistrés l'année dernière, gouvernement et enseignants gagneraient à s'engager pour une rentrée effective et année académique 2016-2017 apaisée. Quittons à présent le registre de l'éducation pour parler de la cérémonie d'accueil et d'installation du nouvel archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rungbeji, sur le siège métropolitain de Cotonou. Et c'était ce dimanche 25 septembre dans l'enceinte de l'église Notre-Dame de Cotonou. Reportage. C'est en présence d'un parterre de fidèles chrétiens catholiques, religieux, religieuses, prêtres, évêques et personnalités politiques que l'ordination épiscopale a démarré ce samedi 24 septembre au Palais des Congrès de Cotonou. La lecture de la bulle, lettre solennelle du pape François nommant Monseigneur Roger Rungbeji, évêque de l'archidiocèse de Cotonou, a ouvert ainsi le bal des rites du sacre. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Après cet engagement public, suivra les autres étapes des rites canoniques, la litanie des saints, l'imposition des mains par les évêques, qui symbolise la transmission de la tradition apostolique et exprime l'invocation de l'Esprit Saint, la prière de l'ordination épiscopale, l'imposition du livre des évangiles, la remise de l'anneau, de la mitre et enfin de la crosse, bâton pastoral avec lequel l'évêque conduit son peuple. Monseigneur Roger Rungbeji entre ainsi dans la succession apostolique. Dans son message, le cardinal Sarr, émérite de Dakar, qui a présidé la célébration eucharistique, invite le nouvel archevêque à être un évêque qui bâtit son programme de vie et d'action sur l'amour de Dieu et l'amour des hommes, sur le don total de soi dans le service, être un pasteur proche des fidèles et de leur communauté, attentif aux personnes, à leur situation, à leurs attentes, à leurs besoins. L'annonce de l'Évangile sera l'une des priorités de sa mission épiscopale, nous dira l'archevêque Monseigneur Roger Rungbeji. Oui, l'annonce de l'Évangile me semble une des urgences pour notre Église du Bénin en cette ère de la nouvelle évangélisation qui se veut une annonce en profondeur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'urgence est d'annoncer un évangile qui aide nos fidèles chrétiens
à s'attacher au Christ, à le considérer comme l'unique sauveur du monde et l'unique bien nécessaire de notre vie. Je me propose, avec la collaboration de vous tous, de m'inscrire dans cette annonce en me faisant tout à tous dans l'amour et la vérité. Religieux de l'ordre des prêcheurs des Dominicains, Monseigneur Roger Rumbedi a pour devise Omnia omnibus factus sunt in caritate et in veritate. Je me suis fait tout à tous dans l'amour et la vérité. Vous l'avez certainement rectifié de vous-même. Vous venez de suivre la messe d'ordination épiscopale de Monseigneur Rumbedi. Eh bien, nous reviendrons sur l'élément concernant sa messe à l'église Notre-Dame de Cotonou dans nos prochaines éditions. Hors du Bénin, à présent, le chef du groupe djihadiste nigérien Boko Haram, Aboubakar Shekau, a diffusé dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle vidéo dans laquelle il dit aller parfaitement bien, fustigeant des déclarations de l'armée nigériane et qui avait annoncé l'avoir tué ou blessé le dernier mois. Suivons ici un extrait de sa déclaration. Je suis en bonne santé, sain et sauf, grâce à Dieu. Rien ne m'est arrivé, je ne mourrai pas avant que l'heure ne soit venue. Et personne ne connaît l'heure de sa mort en avance. Et une fois qu'elle est là, on ne porte pas le deuil. Nous ne vous ramènerons pas vos filles. Si vous voulez que l'on vous rende vos filles, rendez-nous nos frères. Ramenez nos frères. Vous vous donnez un spectacle parce que vous ne savez plus quoi faire. Vous n'arrêtez pas de réclamer de l'argent aux gens en leur disant que vous allez ramener leurs filles. Mais vous savez que c'est un mensonge. Au Nigeria pour parler du stress post-traumatique, dépression et psychose, addiction, anxiété, crise de panique ou phobie. Les cas relevant de la psychiatrie ont explosé ces dernières années dans le nord-est du Nigeria depuis que la guerre a éclaté et que le groupe islamiste Boko Haram sème le chaos dans la région. Reportage. Ce soldat assis sur un lit au fond de la grande chambre d'hôpital est l'un d'eux. Il tient fermement un petit livre de prière entre ses mains et répète dans le vide son nom, son rang et son numéro de matricule de l'armée nigériane. Il se lève d'un bond et raconte son histoire, les yeux rivés sur le ventilateur à l'autre bout de la pièce, avec le regard droit et vide de ceux qui en ont trop vu. It's very good for a man to be a man, to boast that he's a man. To fight the enemy. Quand nous faisons la guerre, c'est très bon pour un homme d'être un homme, de se vanter qu'il est un homme et de combattre l'ennemi. Mais malheureusement, en raison des moyens des ennemis qui viennent à vous, ou de la façon de les rencontrer, ou de la façon dont vous les tuez, ou en raison du commandement, c'est ainsi que l'on tombe dans une bataille à laquelle on ne s'attendait pas dans sa vie. Les infirmiers expliquent qu'il était très violent lors de son admission, mais a réussi à calmer ses esprits au bout d'une semaine. Ce que nous observons, c'est que certains d'entre eux, avant de partir en opération, se droguent. Ils se droguent pour se mettre dans des états d'ivresse profonde. Ils fument du cannabis, prennent du tramadol et toutes sortes de substances. Ça leur donne la sensation de bien aller, mais c'est la raison pour laquelle ils deviennent violents et sont prêts à tuer. Le conflit causé par Boko Haram a fait au moins 20 000 morts depuis le début de l'insurrection en 2009. Mais les médecins de cet hôpital psychiatrique affirment avoir reçu en consultation 3 fois ce nombre. Et encore, ce n'est qu'une infime partie du problème. L'hôpital de Maiduguri est l'unique centre psychiatrique dans tout le nord-est du Nigeria, une région plus grande que la Grande-Bretagne. Over 58,000 patients being seen in the hospital that are related to insurgency
Plus de 58 000 patients liés à l'insurrection sont venus à l'hôpital. Les causes les plus courantes sont des troubles post-traumatiques, la dépression, les troubles de la toxicomanie, la psychose, les troubles anxieux comme la phobie et des crises de panique. Le problème, c'est que l'insurrection est toujours en cours et les conséquences telles que la perte d'un proche ou de sa propriété, ce sont des chocs qui continueront à perpétrer ces symptômes. Cela prend beaucoup de temps. Même si la guerre se termine, ses effets seront durables pendant 30 ou 50 ans, estime le psychiatre. Près de 1,5 million de personnes ont trouvé refuge dans la grande ville de Maïdougouri. Mais les médecins craignent que même ceux qui ont pour l'instant réussi à affronter les traumatismes causés par l'exil et les violences ne craquent lorsqu'ils rentreront enfin chez eux. Pour la première fois, un djihadiste présumé est jugé par la Cour pénale internationale CPI pour la destruction de 9 mausolées de Tombouctou et de la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya. Le verdict sera rendu le 27 septembre prochain, mais avant, à Tombouctou, les habitants se disent prêts à pardonner. Reportage. C'est la première fois qu'un djihadiste présumé est jugé devant la Cour pénale internationale. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé d'avoir dirigé et exécuté la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Nous sommes en présence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, puisque les patrimoines en question portent la trace de la mémoire sociale, politique, intellectuelle d'un pays, d'une région, d'une ville qui est au centre des savoirs de toute l'Afrique au sud du Sahara. Le verdict devrait être prononcé le 27 septembre prochain. Entre 9 et 11 ans de prison ont été requis contre celui qui dirigeait la brigade islamique des mœurs. Celui-ci a plaidé coupable et demandé pardon. C'est au-delà des peines qu'on pourrait infliger à Mohamed Nadi. On voit la dimension pédagogique, didactique. Il faut que le procès serve à quelque chose. Il faut que ça puisse signifier à tout qu'au même titre qu'on ne peut pas tuer impunément un être humain, on ne pourrait pas aussi détruire impunément un sanctuaire du patrimoine mondial. Tombouctou retrouve progressivement son identité sous l'impulsion de l'UNESCO. Les mausolées ont été reconstruits l'an dernier et la porte secrète de la mosquée Sidi Yahya vient tout juste d'être réinstallée. Les habitants, quant à eux, se disent prêts à pardonner. Parce que nous sommes des Coréens, on peut les pardonner. Pour que si on va les pardonner, si la paix vient, on va les pardonner. Je veux que la justice soit faite, c'est tout. Les défenseurs des droits de l'homme regrettent toutefois que les crimes sexuels n'aient pas été pris en compte. Même si le procès à Ahmad Al-Faki Al-Mahdi sert d'exemple, certains déplorent que de nombreux criminels échappent toujours à la justice. Près de 10 000 personnes ont participé dimanche à Rabat à un grand meeting du PJD, Parti de la Justice et du Développement, marquant véritablement le début de la campagne pour les législatives du 7 octobre. C'est dans une salle bondée et à l'ambiance surchauffée, couverte d'immenses affiches portant l'emblème du parti, que des militants agitant des fanions blancs réclamaient ce dimanche à Rabat un deuxième mandat pour le PJD, Parti de la Justice et du Développement. اللي كنشوف الناس اللي حضروا تنشوف الوجوه. Quand je vois les gens présents ici, je vois des hommes et des femmes qui sans doute sont emplis comme moi d'une grande joie et tous ces signes que je vois seront les signes de la victoire si Dieu le veut. لأن هذه مبشرات النصر إن شاء الله. أن الشعب اليوم يضع فيكم عمله. أن أغلبية المواطنين Vous êtes l'espoir du peuple aujourd'hui. La plupart des citoyens, alors que vous êtes à la première place, vous ont fait confiance. Et c'est bizarre que, même après avoir été à la tête du gouvernement pendant 4 ans, votre popularité a grandi. Alors que d'habitude, la popularité des partis qui dirigent le gouvernement se dégrade. Très tôt dans la matinée, des dizaines de bus ont déversé des milliers de militants qui ont arboré des casquettes et des drapeaux aux couleurs du parti. Ce meeting marque le début de la campagne pour les législatives qui a été lancée samedi dernier dans tout le Maroc. Environ 30 partis prennent part à ce scrutin qui est considéré comme un duel entre le PJD et le PAM,
parti, authenticité et modernité. Aux dernières législatives, le PJD avait remporté un succès historique dans le sillage des printemps arabes. De vives tensions politiques ont agité la pré-campagne. Le PJD a accusé à mots couverts le ministre de l'Intérieur de vouloir le contrer par tous les moyens aux élections. Nous sommes arrivés en 2011, l'année du doute en ce qui concerne le système politique arabe. Ce qui est arrivé à cette époque en Tunisie, en Libye, en Égypte et dans d'autres pays que vous connaissez, le Parti de la justice et du développement l'a refusé. Nous n'allons pas prendre le risque avec notre pays, ni avec l'institution monarchique qui est le garant de notre stabilité après Dieu. La campagne des législatives marocaines prend fin le 6 octobre prochain. Le scrutin aura lieu le lendemain. Le chef du PJD affiche une confiance quant à la victoire de son parti. Donald Trump et Hillary Clinton face à face ce lundi soir à New York. Je vous l'annonçais en titre, les deux candidats républicains et démocrates s'affrontent cette nuit dans le tout premier débat télévisé de la campagne de la présidentielle américaine de novembre prochain. Les débatteurs auront à se prononcer en 90 minutes sur 3 thèmes dont l'économie, priorité pour les Américains, comment Hillary, jugée trop sûre d'elle et distante, va se comporter face à Donald, qualifié d'imprévisible. Le débat Trump-Clinton intervient 56 ans après le premier débat télévisé de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Elle a été réalisée par Moïse Pativo et Chimène Claudia Dosso à la prise de son, Cyril Agbo au plateau. Matin d'Éden, c'est demain 7h. Ne ratez surtout pas. Bonsoir et bonne suite de nos programmes.